attendus pour le mercredi 30 juin prochain. Depuis ce lundi, la correction des copies a démarré et va durer 5 jours. Une équipe de la rédaction s'est rendue dans le centre de correction dans le département du Littoral. À 2 jours de la fin des travaux, où en sont les correcteurs, en tout cas des premières tendances, les épreuves de dictée de mathématiques semblent avoir été vraiment des casse-têtes pour les candidats. Le reportage est signé Rodrigue Babagbeto. Nous avons 14 présidents de sous-commission, 135 contrôleurs et 535 correcteurs. Une équipe bien constituée pour s'occuper avec efficacité de la correction des copies du CEP dans le département du Littoral. Aubert est le président de la sous-commission d'éducation scientifique et technologique EST. Ici, le processus de correction est standard. Généralement, chaque correcteur reçoit un cahier de 50 copies. S'il est rapide, il peut finir 2 cahiers dans la journée. Après 3 jours de correction, il se réjouit de la production des candidats. Dès hier, on avait eu à faire les statistiques des 1000 premières copies corrigées, par exemple. Et on était à un pourcentage de plus de 98% de réussite. Un taux de réussite différent d'une sous-commission à une autre. Les sous-commissions des mathématiques et de la dictée enregistrent pour le moment les pires chiffres. La dictée continue d'être la bête noire des élèves. Le nombre de fautes varie de 0 à une soixantaine. Ça veut dire qu'il y a des candidats qui ont 20 sur 20. Pour les 1000 copies que nous avons dénombrées au départ, nous avons déjà 33% de réussite. La pire des notes n'est pas 0 chez nous, c'est 2. La meilleure note est 20. Les corrections prennent fin le vendredi. Selon le calendrier de déroulement des travaux, il faut attendre le 30 juin pour les délibérations et la proclamation des résultats. Intéressons-nous maintenant aux questions de sécurité, de santé professionnelle. L'Organisation internationale du travail reconnaît la responsabilité partagée des principales parties prenantes et les encourage à promouvoir une culture préventive afin de s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités en la matière. Alessandra Djoton nous donne plus de détails dans ce reportage. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles, elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore 2 obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. l'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal,
Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supporté uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. Depuis des siècles, le popcorn régale petits et grands au cinéma ou à la maison. Ils sont nombreux à aimer déguster du popcorn en regardant un film. Cette habitude est-elle bonne pour votre santé? Savez-vous que la façon dont il est préparé peut influencer son impact sur votre santé? Patrick Zivoido, nutritionniste, nous dit tout ce qu'il faut savoir sur le popcorn. Il est au micro de Patrick Adiagbodjo. C'est des aliments qu'on prend tout juste avant de manger. Ça fait partie du cocktail pour du café. La base même, c'est du maïs avec des ajouts, plus peut-être du sel ou bien un peu de sucre ou bien du lait. Et en portion, on le met et on commence par consommer. Lorsque vous prenez du popcorn, c'est bon pour les enfants, mais ça a des conséquences. Parce que le maïs, naturellement, contient d'huile. Donc le foie est chargé de produits d'huile, naturellement, dans le maïs. Mais encore, on fait des ajouts d'huile. Quel type d'huile? On ne sait pas. Et encore du lait. Le lait, nous avons une protéine qu'on appelle caséine qui se retrouve dans le lait. Et quand tous ces éléments se retrouvent, peut-être chez d'autres personnes, ils prennent du popcorn avec des boissons glacées. Et là, ça peut provoquer la constipation. Vous avez les valeurs nutritives à l'étape fraîche. Mais quand il s'agit de la transformation, même jusqu'à ce que le maïs même qui transforme popcorn, il contient toujours les valeurs nutritives. Mais au cours de la transformation, parce qu'il est passé dans une transformation, dans une machine, donc là, ça va être des aliments transformés. L'aliment a été transformé. Et quand c'est transformé, on n'a plus de nutriments. Parce qu'on cherche les nutriments à l'étape pure, à l'étape fraîche. Mais à l'étape transformée, ça devient une source négative pour l'organisme. Donc on n'en a pas besoin de trop. Peut-être les enfants peuvent consommer pour retrouver leur poids. Parce que chez les enfants, la transformation est rapide, la digestion est rapide, le métabolisme est rapide. Mais chez les personnes âgées déjà à 40 ans, peut-être en petite quantité, accompagné du jus d'orange ou bien du jus de pamplemousse ou bien de l'eau tiède. Certes, c'est bon à voir, c'est joli dans un sachet, mais le contenu, le contenant, c'est ça qu'il faut voir. Ça contient quoi? Ça m'apporte quoi? Si ça apporte du bourratif, ça veut dire que ça ne me sert à rien d'en consommer. Quand il y a l'huile, les sucres, ça c'est des éléments toxiques pour l'organisme. Donc c'est des bactéries, on crée des bactéries comme ça dans nos tubes digestifs, dans nos intestins. On ne prend jamais du popcorn cru, au moins de l'eau minérale ou bien de l'eau simple pour accompagner avec. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité nationale. La Nation en bref est présentée par Ulvaeus Balogun. Le Bénin s'est une nouvelle fois distingué en matière de gestion de sa dette. Il vient de décrocher de nombreuses distinctions au Global Capital Bond Award édition 2021, qui est l'une des cérémonies de récompense les plus importantes sur le marché international des obligations. Cette cérémonie vise à distinguer les meilleurs intervenants sur les marchés financiers internationaux. Et dans ce registre, le Bénin a fait forte impression, d'autant que le choix des nominés se fait par des investisseurs, des banques d'affaires et des émetteurs qui sont interrogés par Global Capital via un mécanisme de vote sur les institutions et personnalités qui se sont les plus distinguées lors des interactions sur les marchés financiers internationaux.
48,95%, c'est le taux de réalisation physique du deuxième compact du Millennium Challenge Account pour le Bénin MCA Bénin 2. Cela après 4 années de mise en œuvre. Selon le coordonnateur national du MCA 2, le programme est en bonne voie pour atteindre son objectif de développement à terme, celui d'assurer une disponibilité de l'énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable au Bénin. Car, en dépit de la crise sanitaire et économique, le programme a enregistré l'installation de nouvelles lignes électriques, la construction de nouveaux postes électriques, la réhabilitation, l'extension et la modernisation des postes existants, la vente des kits solaires dans le cadre de la facilité d'énergie propre hors réseau et la mise en œuvre effective de la réforme tarifaire. Le Bénin et le Togo bénéficient d'un nouvel appui financier de 16 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour lutter contre la dégradation avancée de leur littoral. Cet appui servira à concevoir et à mettre conjointement en œuvre une intervention transfrontalière contiguë en vue de protéger la côte. Au niveau du Bénin, les travaux comprendront le remplissage des bras de lagune abandonnés à l'est de l'embouchure à Grand Popo, la construction des épis de protection, l'installation d'un rechargement de 6,4 millions de mètres cubes de sable à Agoué et la construction de pistes cyclables et de parkings à Agoué et Ilakonji. Hors du Bénin, la situation nutritionnelle se dégrade à travers le monde. Le Programme alimentaire mondial lance un nouvel appel à contribution. Selon son directeur exécutif, 41 millions de personnes sont exposées à un risque imminent de famine dans 43 pays. La situation est déjà très préoccupante au niveau de Madagascar, du Soudan du Sud, de l'Éthiopie et du Yémen. Dans ces 4 pays, 584 000 personnes vivent actuellement dans des conditions proches de la famine. Selon l'organisme onusien, il faudra environ 6 milliards de dollars pour éviter que 41 millions de personnes ne basculent dans la famine. En République démocratique du Congo, depuis l'éruption du volcan Nyiragongo, les habitants doivent faire face à un manque d'eau courante. La lave a détruit partiellement le réseau de distribution. Suivez le reportage de nos confrères de France 24. Goma, c'est une nouvelle situation de détresse que vivent les habitants. Depuis l'éruption du Nyiragongo, de nombreuses familles privées d'eau courante sont forcées de venir remplir des bidons. Après l'éruption du volcan, j'ai fui avec ma famille. En revenant, on a vu que les tuyaux avaient été brûlés par la lave. Heureusement, on a eu l'information par les voisins qu'il y avait de l'eau gratuite ici. Plusieurs organisations humanitaires se rendent sur place quotidiennement pour ravitailler les bornes fontaines des quartiers affectés. Le réseau d'eau a été endommagé pour longtemps. On parle de tuyauteries de très grands diamètres qui doivent être remplacés. Et généralement, les matériaux ne sont pas disponibles sur place. Donc il y a cette organisation qui se met en place du côté étatique, du côté des partenaires. Le comité international de la Croix-Rouge estime que 75% de la population de Goma a été privée de l'accès à l'eau potable et donc soumis à un important risque sanitaire. À Goma, nous sommes dans une zone endémique au choléra et le manque d'eau est égal au problème de santé publique. Déjà, ça c'est une première chose à laquelle il fallait vite répondre. Avant de voir toute autre action, l'eau, c'était la première chose à laquelle il fallait déjà apporter une réponse. Une urgence qui s'ajoute à d'autres. Même avant cette éruption, le réseau de distribution d'eau de Goma était insuffisant. La ville, elle, s'étend car elle continue d'accueillir les réfugiés qui fuient les conflits dans le nord et l'ouest de la province. Vous pouvez suivre à nouveau ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.